Député du Nord pour la France Insoumise. Et je vais d'abord vous solliciter sur ce sondage du journal Les Échos ce matin. Les présidents sortants auraient la cote en France aujourd'hui. Xavier Bertrand, voyez à l'antenne, 73% des habitants des Hauts-de-France se disent satisfaits de son action. C'est pas un chiffre qui doit vous faire plaisir. Écoutez, on voit que dans une période qui est une période de crise et d'incertitude, souvent il y a un effet naturel qui est finalement ce qu'on appelle la prime au sortant. Alors après, il faut regarder ça dans le détail. Moi, ce que je vois surtout, c'est que depuis bientôt maintenant 6 ans à la région, c'était un face-à-face entre la droite et l'extrême droite. Et il faut qu'on en sorte. Il y a une échéance électorale au mois de juin prochain. En tout cas, on espère, parce que ça dépend de la situation sanitaire. C'est l'occasion pour les forces qui proposent d'autres choses de faire en sorte que des gens de gauche rentrent dans ce conseil régional, parce qu'on a des choses à faire. Il faut permettre un bouclier social à l'échelle de la région. Il faut enfin engager avec les outils de ces collectivités la bifurcation écologique et permettre, et je pense que tout le monde en sera d'accord, de, disons, démocratiser des institutions qui apparaissent toujours plus éloignées de la population. Mais la gauche a en quelque sorte loupé le coche. Il y a 6 ans, il n'y avait pas eu d'union et il n'y avait pas eu de candidat de la gauche au second tour. Comment faire cette union pour vous? C'est Hugo Bernalicis, député de la première circonscription qui aura la tête de liste. Il est député de la deuxième, c'est moi qui suis député de la première. C'est pas grave. Mes excuses déjà pour cette erreur. Effectivement, vous faites bien de rectifier. Mais comment faire cette union de la gauche? Patrick Caner, Karima Delli, Fabien Roussel, tout le monde veut être tête de liste en fait. On va d'abord dire une chose, l'union n'est pas un programme. Ce qu'il faut, c'est la clarté. On a une élection qui, en plus, structurellement, est marquée par l'abstention. Dans ce pays, quoi qu'on en pense, la grande élection, la grande controverse, celle qui fait que les gens se déplacent encore, et pourvu que ça dure, c'est l'élection présidentielle, parce qu'ils ont compris que c'est celle qui dénouait les situations. Les élections régionales, elles sont plutôt marquées par l'abstention, et on peut craindre, et c'est un défi, que dans un contexte de pandémie, ce soit pareil. Alors, on peut éviter les dispersions inutiles, à la condition de faire la clarté. J'ai cité quelques axes sur lesquels nous pourrions travailler. Nous, c'est clair qu'on verrait d'un bon œil, par exemple, que le Parti communiste français, qui est plutôt un allié traditionnel pour nous, on a quand même beaucoup travaillé ensemble, tous nos votes sont communs quasiment à l'Assemblée nationale, on travaille bien avec eux, on espère qu'on pourra faire quelque chose, mais moi je pense aussi qu'il serait nécessaire de travailler plus large, avec Europe Écologie Les Verts, pourquoi pas. Donc Hugo Bernalicis pourrait s'effacer au profit de Fabien Roussel. Mais Hugo Bernalicis pourrait être peut-être la tête de liste qui rassemble tout ce petit monde. En tout cas, les discussions existent, et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est créer les conditions de faire en sorte qu'enfin, des élus de gauche, pour le dire rapidement et pour le qualifier facilement, puissent rentrer au Conseil régional et qu'on ne laisse pas ce face-à-face durer entre Xavier Bertrand et l'extrême droite, sachant que Xavier Bertrand, tout sympathique qu'il est et tout plébiscité qu'il est par vos sondages, fait perdre beaucoup de temps aussi à la région sur beaucoup de fronts, sur la bifurcation écologique, sur l'emploi. Mais sur l'écologie, il y a vraiment un terrain d'entente entre les communistes, vous-même et Europe Écologie Les Verts aujourd'hui. Écoutez, je pense que très franchement, on sait qu'on a des sujets de désaccord et de controverses qui sont notamment à l'échelle nationale. C'est sûr que si avec Europe Écologie Les Verts, vous nous faites traiter tout de suite de la question européenne des traités européens, on risque d'être parfois en désaccord. Mais admettez que ces sujets-là ne seront pas traités à l'occasion des élections régionales. C'est pas l'enjeu. Donc je crois que sur les axes que j'ai cités, un bouclier social, engager avec les moyens de la région la bifurcation écologique et aller vers une démocratisation de nos institutions, on devrait pouvoir se retrouver. En tout cas, Hugo Bernalicis est disponible pour ça et je pense qu'il ferait un très bon candidat. Si ça doit être un autre ou une autre, peu importe, mais en tout cas qu'on avance désormais, c'est utile et nécessaire. Dans l'actualité également, Adrien Quatennens, plusieurs mauvaises nouvelles sur le front de l'économie régionale, Nocibé, Flunch, Carambar. Pour vous, la crise, ça a été un accélérateur de cette détresse des entreprises ou finalement c'est une conséquence? On vit une pandémie et on peut penser qu'elle va durer plus longtemps qu'on ne l'avait anticipé, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'onde de choc économique, elle risque de survivre durablement au virus. L'OFCE prévoit près de 800 000 destructions d'emplois en 2021. Ça porterait le chômage à 10,6%. Et on voit que la région n'est pas en reste. Vous avez cité un certain nombre d'entreprises. Flunch, c'est potentiellement 1300 emplois qui seraient menacés. Nocibé, 350. Bon, etc., etc. Tout à l'heure, j'irai voir les Carambar. Il y a beaucoup de dossiers sur le front de l'emploi. Mais globalement, ce sont des entreprises dont le projet pourrait être modifié, dont le système, même le modèle pourrait être modifié, redimensionné. La crise n'est peut-être pas forcément la cause directe. En effet, il y a deux choses. Vous avez à la fois les entreprises qui pâtissent et qui prennent de front le choc de la pandémie et qu'il faut pouvoir accompagner, qu'il faut pouvoir aider. Et puis vous avez aussi ce que moi j'appelle les corona profiteurs, c'est-à-dire des entreprises qui souvent avaient déjà dans leur tuyau des projets de plans sociaux, parfois de délocalisation, de restructuration, et qui parfois semblent opportunément profiter de la crise pour procéder à ces plans. Alors moi je vois plusieurs choses. Il faudrait imaginer
une contribution spécifique en temps de crise. Parce que vous voyez quand même que c'est pas la crise pour tout le monde en période de pandémie. On a appris récemment dans un rapport d'Oxfam, par exemple, que les milliardaires français en 2020, en pleine pandémie, ont engrangé 175 milliards d'euros supplémentaires. C'est 2 fois le budget national de l'hôpital public. On pourrait imaginer une contribution exceptionnelle qui viendrait notamment soulager l'économie. On pourrait aussi faire en sorte... Le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron n'est pas encore suffisant. L'État doit tout payer. Écoutez, il est suffisant dans le vocabulaire, mais voyez bien qu'ils y ont déjà renoncé du point de vue des actes posés. Non, moi ce que je dis, c'est que l'État fait sa part, c'est une chose. Maintenant, mettons à contribution celles et ceux qui profitent de la crise. Il y en a, je ne dis pas que ce soit le cas de tout le monde, je vous l'ai dit, beaucoup d'entreprises sont réellement en difficulté. Mais il y en a qui engrangent des milliards et qui devraient pouvoir être mises à contribution. À situation exceptionnelle, on peut imaginer contribution exceptionnelle. Et puis on pourrait aussi imaginer qu'en période de crise, puisque c'est la guerre, moi je ne suis pas d'accord avec ce vocabulaire, je pense que le virus n'a pas de stratégie, c'est pas la guerre, mais Emmanuel Macron nous a dit on est en guerre. Si on est en guerre, on peut imaginer, dans une période de pandémie, d'interdire les licenciements, et plus spécialement d'ailleurs, de la part d'entreprises qui bénéficient, je dois le dire, des aides de l'État. Enfin, Flunch, j'entends bien par exemple que Flunch puisse être en difficulté après 6 mois de fermeture, les restaurants, mais personne n'ignore que Flunch est rattaché au groupe Mullier, que le groupe Mullier a touché depuis 2013 quelque chose comme, je crois, 500 millions du fameux crédit d'impôt compétitivité emploi, et puis qu'à sa tête, il y a M. Mullier qui représente une fortune de 26 milliards d'euros. Donc si vous voulez, dans la crise, tout le monde n'est pas exactement à égalité, et je pense qu'on doit pouvoir admettre que certaines choses doivent être faites pour mettre à contribution celles et ceux qui ont le plus. Dans les prochains jours, on va attendre de nouvelles annonces, de nouvelles restrictions du gouvernement. Un des mots qui pourrait caractériser le contexte, c'est l'incertitude. On ne sait pas quand auront lieu ces annonces et quelles seront-elles. C'est quoi votre stratégie? Quelle serait votre stratégie pour éviter finalement que la pandémie explose encore? Écoutez, on voit que les scientifiques désormais nous alertent sur le fait que peut-être l'épidémie va durer plus longtemps qu'on l'anticipe. Et qu'on peut douter même, quand on nous dit malheureusement que peut-être d'ici à la rentrée prochaine, les choses vont s'améliorer, on ne sait pas. Peut-être que les mutations successives du virus vont fonctionner par vagues et que ça va durer. Alors moi je vois une chose, c'est que jusqu'à présent, lors du premier confinement c'était clair, le consentement à la discipline sanitaire était quasiment absolu. Mais on voit bien que la France ne pourra pas vivre durablement au rythme des confinements, des reconfinements, des couvre-feux dont on changerait l'horaire. Alors il faut faire quoi puisque la situation s'aggrave? Alors à l'instant T, je ne suis pas en mesure de vous dire, compte tenu de la situation dont je vois bien la gravité, si nous pourrons faire autrement que de reconfiner. Et c'est à l'exécutif que cette décision revient. En revanche, je suis sûr d'une chose que je vous livre, c'est que si ça dure, on ne pourra pas continuer à confiner, déconfiner. Alors, nous avons des propositions à faire. Malheureusement, l'exécutif les entend pas parce qu'ils sont complètement emmurés dans le Conseil de défense ou gouvernement parallèle. Mais nous avons fait au mois de novembre dernier avec le groupe France Insoumise auquel j'appartiens des propositions pour un plan de ce qu'on a appelé les alternatives au confinement. C'est-à-dire, pour le résumer d'un mot, comment imaginer que la vie puisse reprendre dans tous ses aspects, pas simplement le métro, boulot, dodo qu'on vit aujourd'hui, tous les aspects de la vie, mais en limitant la circulation du virus. On a proposé par exemple... Une mesure utopique dans ce que vous avez proposé On a proposé par exemple, c'est pas utopique, c'est un défi logistique. Moi je pense que l'utopie c'est de penser qu'on va pouvoir confiner, déconfiner comme ça, ad vitam aeternam. Ça je crois que ça va être l'utopie, ça va dysfonctionner, et surtout on voit la souffrance psychologique que ça impose. Nous faisons donc une proposition, c'est qu'on organise la société en rotation, en roulement. Je cite un exemple. On pourrait imaginer qu'on diminue, par exemple, d'une demi-heure la journée de travail et qu'ainsi on organise le fait que les gens n'arrivent pas au même moment, ne repartent pas au même moment, que donc dans les transports les choses puissent rouler également, parce qu'on sait que le virus circule d'autant plus qu'on est concentré au même endroit. Il faut imaginer d'autres choses. Merci Adrien Quatennens. Si je peux juste me permettre, parce que j'étais venu aussi pour ça très rapidement, en librairie aujourd'hui sort une revue programmatique que nous avons déployée avec Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est le Covid, mais il y a aussi 2022 en ligne de mire qui va permettre de changer beaucoup de choses, et donc là on met en discussion le sujet de la 6ème République. Merci Adrien Quatennens. Merci de m'avoir invité. Première circonscription du Nord.